Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce débat en ligne, hein. C'est un peu l'année des débats en ligne. Tant mieux si ça peut favoriser encore plus l'intérêt pour la politique, l'engagement et puis le débat. Donc aujourd'hui, on est là pour débattre d'une votation sur laquelle nous nous prononcerons le 29 novembre, qui s'intitule Entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement. Voilà le titre officiel. Et puis, j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce débat avec Philippe Nantermo, donc conseiller national PLR valaisan, et Samuel Bendahan, conseiller national PS vaudois. Alors bonjour à vous deux et merci d'être là pour ce débat. Salut. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet, hein. Je propose de rappeler brièvement juste l'enjeu de la question. Il s'agirait pour un cas de oui à l'initiative le 29 novembre, il s'agirait pour toutes les entreprises ayant leur siège en Suisse, donc les entreprises suisses, d'être tenues responsables pour des cas où elles ne respecteraient pas les droits de l'homme ou les standards environnementaux, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et les plaignants pourraient donc saisir les tribunaux suisses pour faire un procès aux entreprises ayant leur siège social en Suisse. Et ce serait le cas aussi bien si c'est ces entreprises elles-mêmes qui ont violé ces standards ou ces droits, ou bien leurs fournisseurs, donc les fournisseurs de ces entreprises à l'étranger. Alors, première question, Philippe Nantermo, vous êtes libéral radical. On parle aussi en termes LR de liberté et responsabilité chez les PLR. Pourquoi être contre alors qu'on veut simplement que les entreprises soient responsables? Merci beaucoup de cette première question. C'est vrai qu'elle est intéressante. Je ne crois pas que la question, ce soit être pour ou contre l'idée de la responsabilité des entreprises. En fin de compte, les entreprises, comme n'importe quel individu, est responsable face à la loi des actes qu'ils ont commis. Le problème qu'il y a avec cette initiative, c'est qu'elle ouvre des champs juridiques complètement nouveaux que l'on ne connaît pas jusqu'ici, en particulier par rapport à l'extranéité du droit suisse, c'est-à-dire des relations entre ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe en Suisse. Je m'explique. Une entreprise qui va commettre des infractions délictuelles civiles à l'étranger pourrait être dirigée en Suisse, pourrait être attaquée en Suisse pour des faits qui sont commis à l'étranger. Et c'est tout le problème en fait central de cette initiative. Quand on fait les lois à Berne, elles ont pour vocation de s'appliquer sur le territoire suisse et chaque État fait la même chose. Et quand une entreprise suisse va faire des agissements à l'étranger, elle doit répondre du droit étranger. Par exemple, lorsque Nestlé a une entreprise en Autriche, je prends l'Autriche volontairement pour ne pas commencer directement avec un pays du Sud, eh bien, Nestlé doit respecter le droit autrichien. Les sous-traitants de Nestlé en Autriche doivent respecter le droit autrichien. Quand ils ont un problème par rapport à la loi autrichienne, eh bien, ils font appel aux tribunaux autrichiens et on va vérifier si les activités de Nestlé en Autriche sont conformes à la législation locale au même titre que toutes les autres entreprises. Avec cette initiative populaire, si elle devait être appliquée, demain, Nestlé pourrait, devant un tribunal suisse, répondre de ce qu'elle a fait en Autriche, non pas au regard du droit autrichien, mais au regard du droit suisse. Et là, on a un problème en fait de double acceptation du droit, c'est qu'on ne sait plus si vous devez appliquer à un endroit le droit du lieu, qui est le droit finalement qui devrait s'appliquer naturellement, puisqu'il y a un concept de souveraineté des États, mais le droit de la Suisse qui voudrait faire donner à son propre droit une portée extraterritoriale. Et ça pose évidemment des problèmes de souveraineté importants. On y reviendra évidemment tout à l'heure, mais je pense que si on est attaché au principe qui veut que chaque État souverain a le droit de décider de la législation qui s'applique chez lui, on ne peut pas soutenir une initiative qui va mener finalement à ce que des tribunaux en dehors des États où se sont produits les faits puissent juger selon un droit qui n'est pas celui décidé par les gens du lieu où les faits ont été accomplis et qui pourra déterminer en fait si ces faits sont légaux ou ne le sont pas. Donc on est loin en fait de la question de savoir si on est pour ou contre la responsabilité. Je crois que la responsabilité on l'est tous, mais c'est savoir de quelle responsabilité on parle et au regard de quelle juridiction. Alors Samuel Bendahan, vous êtes contre la souveraineté juridique des États? Non, contre la souveraineté juridique des États, pas, mais par contre, je suis pour que nous réfléchissions un petit peu aux conséquences en fait, des actions que certaines entreprises font ici sur ce qui se passe à l'étranger. Et il y a un point qui me semble très important de comprendre si on veut vraiment étudier cette initiative et ce texte. En fait, cette initiative ne va pas aller dans les États étrangers pour décider de choses qui ont été faites à l'étranger directement. Ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est formulée et je sens qu'on va avoir beaucoup de discussions sur ces questions-là dans ces débats.
Et donc, si je peux vous demander une seule chose, s'il vous plaît, à la fin, quand vous voulez vous faire un avis, s'il n'est pas déjà fait, allez lire le texte de l'initiative, lisez le texte et faites-vous votre avis là-dessus. Parce que ce que vous allez constater, c'est une chose, en lisant le texte objectivement. Au fait, ce que demande cette initiative, c'est qu'une entreprise qui fait des choses en Suisse, qui ont pour conséquence de non-respect des droits humains à l'étranger, sera celle qui sera pénalisée par l'initiative. C'est très important cette logique-là. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si vous avez votre siège en Suisse, et cette initiative traite des gens, des entreprises qui ont leur siège en Suisse, alors, lorsque vous êtes en Suisse, vous prenez les décisions ici. Vous dites, par exemple, on va avoir telle politique, on va traiter tel fournisseur comme ça, etc. Donc, vous faites des choses ici qui ont des conséquences à l'étranger. L'initiative ne dit pas si votre fournisseur ou même vous avez fait des choses à l'étranger, vous êtes pénalisé. Elle introduit une responsabilité lorsque vous avez le contrôle de la situation ou ce qu'on appelle un devoir de diligence, et c'est là où c'est le plus important, ce qu'on appelle le devoir de diligence qui est très connu en fait en droit international et dans les entreprises, dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur financier, un devoir de quand même faire votre maximum pour éviter ce genre de problème-là. Et ce devoir de diligence, il doit être fait en Suisse. Donc nous sommes en train de juger des choses qui ont lieu chez nous et pas à l'étranger, mais qui, il est vrai, ont des conséquences sur ce qui se passe à l'étranger. Et notamment, et là je conclue là-dessus pour cette introduction, des violations de normes internationales expliquées comme telles dans l'initiative. C'est-à-dire qu'on dit, lorsqu'il y a des violations des droits humains ou des graves dégâts environnementaux qui sont liés à des normes internationales. Donc on n'est pas en train de s'intéresser aux droits suisses, mais au non-respect de principes internationaux qui sont commis par des entreprises en Suisse. Et donc, ce que nous demandons avec cette initiative, et ce qui est demandé par des gens qui vont de la gauche à la droite, c'est que lorsqu'en Suisse, des décisions sont prises qui amènent ce genre de problème-là, on puisse au moins les poursuivre en Suisse. Et ça, ce n'est pas une violation de la souveraineté des États. Alors, je sens que Philippe Nantermo n'est pas d'accord, d'où ma question, s'il s'agissait vraiment de respecter des normes internationales, pourquoi être contre? Bon, d'abord, cette question de devoir de diligence en Suisse, elle contredit les déclarations des initiants eux-mêmes. Si on prend les exemples qui sont présents sur le site internet des initiants, par exemple l'activité d'une usine de Glencore au Nigeria, je crois, ce n'est pas un simple devoir de diligence en Suisse, c'est les activités au Nigeria par une entreprise sous-traitante de Glencore dont il est question. Donc, on est bien au-delà du seul devoir de diligence. La question, c'est est-ce que l'entreprise sur place a respecté, a commis une infraction qui serait une violation des droits de l'homme, ça on va en venir tout à l'heure. Et puis deuxièmement, pour savoir si l'infraction a été commise, on doit se poser la question quel est l'acte illicite. La responsabilité civile, au sens du droit suisse, implique plusieurs choses. Elle implique d'abord un acte illicite, elle implique une faute et elle implique un dommage. C'est le dommage qui est vu sous l'angle des droits de l'homme, d'après ce que je comprends dans cette initiative. C'est-à-dire que si vous portez atteinte à un droit humain universellement reconnu, là, vous pourriez être attrait devant un tribunal. Le premier problème qu'on a, c'est premièrement, les droits humains, les droits de l'homme ne s'appliquent en principe pas aux individus. Ils sont opposables aux États, mais pas directement aux individus. La preuve, c'est que, par exemple, vous ne pouvez pas faire un procès contre une entreprise à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez le faire contre un État qui n'aurait pas respecté les droits humains, qui n'aurait pas mis en œuvre ce qu'il faut pour respecter les droits humains, mais vous ne pouvez pas directement porter un cas contre une entreprise auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, déjà, il y a un problème de compréhension de l'initiative. Je prendrai un exemple, la liberté d'expression, qui est un droit de l'homme que tout le monde connaît. Un privé n'a pas d'obligation de faire respecter la liberté d'expression. Si vous êtes propriétaire, par exemple, d'un journal, vous n'avez aucune obligation de donner la parole à tout le monde. Si vous êtes public, si vous êtes l'État, c'est différent. Vous avez évidemment des obligations différentes, mais un privé, celui qui a son propre journal, évidemment, n'est pas tenu de donner la parole à tout le monde. Deuxièmement, on a ce problème d'illicéité de l'acte commis à l'étranger. Ce n'est pas tout d'avoir commis un acte illicite, d'avoir commis un dommage, pardon, encore faut-il que vous l'ayez commis dans le cadre d'une action illicite. Et c'est là, en fait, qu'intervient le droit suisse. Quand on prend l'exemple de Glencore au Nigeria, alors je ne connais pas les lois nigériennes, mais ce sera une chose de savoir que l'usine Glencore a causé un dommage,
Mais remarquez, toutes les usines que l'on a en Suisse aussi causent à un moment ou à un autre un dommage sur l'environnement, sur la santé humaine. La seule question qu'on doit se poser, c'est quel est le degré de dommage que l'on accepte? À partir de quel moment l'illicéité, à partir de quel moment l'action devient illicite? Et c'est pour ça qu'on adopte à l'interne des normes, des valeurs d'émissions admissibles en termes de pollution de l'air, en termes de pollution des eaux. On n'exige évidemment pas le zéro systématique, parce que si on exigeait le zéro systématique, il n'y aurait plus aucune activité humaine. Et pour juger de savoir si au Nigeria, les émissions de Glencore en espèces sont des émissions illicites qui justifient une réparation, on ne va pas appliquer le droit nigérian, on va appliquer le droit suisse. Mais ce droit suisse-là n'est reconnu en fait dans aucune convention internationale. Il n'y a pas de droit universellement reconnu qui dit, par exemple, quel est le degré de particules fines qu'on a le droit d'émettre dans l'atmosphère. Et il ne sera pas le même en Suisse, en France ou en Allemagne, et évidemment pas au Nigeria. Et la finalité de tout cela, c'est que, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, soit le juge suisse doit appliquer le droit nigérian. Alors là, on n'a rien changé à la situation actuelle, puisque les tribunaux nigérians peuvent être déjà saisis aujourd'hui. On va simplement avoir un juge qui va mal appliquer un droit étranger parce qu'il le connaît mal, soit le juge suisse va se retrouver à appliquer pour l'étranger un droit qui n'a pas été fait pour l'étranger, qui n'a pas été fait par les personnes compétentes à l'étranger pour adopter le droit. Et c'est là qu'on dit que cette initiative a des relents un peu coloniaux, parce qu'on estime que notre droit est tellement merveilleux qu'il doit s'appliquer au-delà de nos frontières. Et imaginez qu'on applique l'inverse, que demain, je suis ici à Monterrey, dans mon bureau à Monterrey, on a une grande usine qui appartient à Syngenta, qui appartient à un groupe chinois. Qu'est-ce qu'on dirait demain si les activités de Syngenta ici à Monterrey étaient jugées à Pékin à l'aune du droit chinois, parce qu'on estimait que vu que Syngenta appartient à la Chine, eh bien, Syngenta doit en Suisse, à Monterrey, répondre aux critères chinois. Alors évidemment, ce ne serait pas forcément la question des émissions de polluants dans l'atmosphère qui serait peut-être la première, mais peut-être le traitement de ses salariés, comment est-ce qu'on juge la liberté d'expression au sein de l'entreprise. Je pense qu'on serait très choqué à juste titre, parce qu'on estime que ce qui se passe sur notre territoire doit être jugé uniquement au regard de notre loi. Alors, Samuel Bendahan, du néocolonialisme, pour reprendre l'expression d'Isabelle Chevalet, de Philippe Nantermo, ou alors même du paternalisme, si on reprend l'expression de Karine Keller-Souter. Ouais, bon, on peut accuser de ça les gens. Moi, je veux juste dire objectivement ce qu'on pense de ce texte-là. D'abord, on est en train de parler de droit suisse, puisqu'on est en train de modifier le droit suisse, hein, ça c'est quand même la première chose. Et j'aimerais répéter une chose. J'espère qu'on viendra aussi sur la question du fond, de dire, mais finalement, est-ce qu'on a des meilleures solutions aujourd'hui pour régler ces problèmes? Parce que j'aimerais quand même rappeler au début qu'on n'est pas en train de parler de petits dommages ou de petits problèmes d'externalité, on est en train de parler de graves violations des droits de l'homme. Et j'aimerais rappeler quand même qu'un des problèmes, une des raisons pour lesquelles on a lancé cette initiative, enfin les gens ont lancé, moi je fais partie des gens qui l'ont lancé, c'est que ces gens n'arrivent pas depuis des années et des années à faire respecter ces droits. Et donc on a des pollutions, des violations graves, et qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'on en trouve. Et la chance qu'on a par rapport à ça, c'est que certaines de ces entreprises, elles ont leur siège en Suisse. Donc, ce n'est pas arbitraire qu'on fait respecter du droit en Suisse, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'entreprises qui prennent des décisions en Suisse. Et donc, l'endroit où le problème est, ici, ce n'est pas seulement à l'étranger. À l'étranger, c'est la conséquence des décisions qui sont prises en Suisse. Et alors, je vais répéter ce que j'ai dit avant, parce que ce que dit Philippe Nantermo fait comme si ça n'existait pas, mais tous les articles de cette initiative que vous pouvez aller lire parlent systématiquement d'une possibilité pour les entreprises de démontrer qu'elles n'ont pas violé des droits si elles font preuve de diligence. C'est-à-dire, à la base, hein, et ça c'est important de le dire, là, Philippe Nantermo n'a pas dit qu'il y avait un renversement du fardeau de la preuve, ça je le remercie parce qu'effectivement ça n'apparaît pas dans l'initiative, mais ça va plus loin, non seulement il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve, mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, on va en Suisse seulement aller vérifier que les entreprises en Suisse, qui ont leur siège en Suisse, ont pris des décisions qui permettent d'éviter ces crimes extrêmement graves et ces dégâts extrêmement graves. Donc, quand Philippe Nantermo a dit au début que ça contredit les déclarations des émissions, alors je ne sais pas tellement de quelle déclaration il parle, mais il décrit les cas de Glencore ou de Syngenta. Et dans ces cas-là, il n'y a personne qui dit que l'initiative va avoir pour effet direct que ces entreprises vont forcément être condamnées. Ce que dit l'initiative, c'est que ces entreprises, effectivement, devront montrer. Alors, si un dégât est commis, elles devront montrer qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour éviter ça en Suisse. Et puis, si en Suisse, elles ont fait ce qu'il fallait, il n'y aura pas de souci. Par contre,
si un dégât a effectivement été commis et que ça a été prouvé par les victimes du dégât, puis qu'en Suisse, en fait, on a une politique qui consiste en gros à tolérer ça, eh bien, il y a un problème que nulle part au monde on ne peut résoudre. Parce que non plus à l'étranger, il n'est pas possible pour ces entreprises de venir en Suisse pénaliser les dirigeants qui ont pris des décisions comme ça. Et on n'est pas en train de parler d'une généralité de toutes les entreprises suisses. C'est vrai que, et vous pouvez le constater sur le site des émissions, ça cible quelques entreprises multinationales, d'ailleurs dont l'ancrage suisse peut parfois être discuté, mais quelques entreprises, mais dont les violations de droits humains sont vraiment hyper graves. On est en train de parler de dégâts dans la santé, de massacres environnementaux. Enfin, vous pouvez aller voir les cas qui sont documentés, c'est violent, et qui n'ont jamais réussi à empêcher ça depuis longtemps, alors que des décisions pourraient être prises en Suisse qui éviteraient ça. Et c'est que dans ces cas-là, que dans les cas où on pourrait prendre des décisions au siège et qu'on ne le fait pas, que l'initiative va avoir un effet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important aujourd'hui de permettre ça, tout en protégeant en fait toutes les entreprises qui font tous les efforts pour éviter ça. Alors, je vais peut-être juste citer le texte du point C dont il est question quand on parle du fardeau de la preuve. Comme ça, je laisserai aussi répondre Philippe Nantermo. Donc, si je reprends donc, le point C de l'alinéa 2 du texte qui sera soumis le 29 novembre aux votations populaires, les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu'elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l'homme internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l'accomplissement de leur activité. Elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si elles prouvent qu'elles ont fait preuve de toute la diligence prévue, etc. Donc, est-ce que là, c'est un renversement ou pas du fardeau de la preuve? Parce que dans votre parti, Philippe Nantermo, certains le disent, comme Pascal Couchepin, par exemple. Vous êtes en muet. Faut remettre le son. Pardon, oui. Alors, ça l'est partiellement. Ça l'est pas en ce qui concerne quand on contrôle une entreprise. C'est-à-dire qu'en Suisse, ça existe déjà, c'est vrai, ce système d'obligation de diligence pour une entreprise que vous contrôlez. Par contre, l'obligation de diligence pour vous-même, vous n'avez pas à la démontrer vous-même. Et là, dans le texte de l'initiative, on l'introduit. Donc, on l'introduit dans les deux cas, quand vous êtes vous-même directement impliqué ou quand vous avez un sous-traitant. L'initiative ne dit pas qu'elle ne concerne que les cas où les décisions ont été prises en Suisse pour les cas à l'étranger. L'initiative s'applique à tous les cas où vous avez un sous-traitant à l'étranger qui aurait respecté le droit local, qui aurait commis, de notre point de vue, une infraction au droit suisse et une atteinte aux droits humains. Encore faut-il définir ce qu'on entend par là, parce que l'initiative parle toujours de ces droits universellement reconnus dans le domaine du droit de l'homme et des droits environnementaux. Leur portée, leur existence même n'est pas tout à fait, n'est pas réellement établie. Il faudrait savoir exactement ce que l'on entend par là. Et dans toutes ces situations-là, on va traiter différemment les entreprises sur place quand même, malgré tout. Et je ne suis pas du tout d'accord avec M. Bendahan lorsqu'il dit que tout se passe au siège d'entreprise. On peut inverser le cas. Je trouve très intéressant de prendre la position inverse. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la Chine. Nous avons en Valais un autre exemple, c'est à Viège. Sanofi, qui est une multinationale française, a un grand centre de recherche qui s'est développé ces dernières années. On pourrait tout à fait imaginer, sur la base d'une initiative comme celle-ci, que demain, Sanofi soit condamné en France parce qu'en Suisse, le droit du travail est considéré comme ridiculement faible au regard du droit français. Et ce n'est pas du tout absurde comme raisonnement si vous prenez le droit français, avec son droit de grève, ses vacances un peu plus longues que les nôtres, ces semaines ridiculement courtes ou alors nos semaines ridiculement longues. Quand on compare les deux, vous pourriez vous dire que le droit du travail français, c'est un droit moderne et notre droit, c'est un droit de pays sous-développé et que demain, Sanofi, pour avoir respecté le droit suisse en Suisse, pourrait être condamné. De la même manière, lorsqu'une entreprise suisse au Bangladesh, au Vietnam, en Chine, respectera simplement le droit du travail local, respectera le droit environnemental local, pourrait être condamné. Et c'est quand même, on parle quand même de certains pays qui sont pas forcément des États complètement archaïques, des États anarchiques. Vous imaginez quand même que la dernière publicité qui a été envoyée, où on voit deux enfants indiens avec derrière un avion qui sulfate un champ. Bon, il faut savoir que l'avion est une photo qui vient de l'Iowa et les enfants indiens ont été collés dessus pour faire des appels aux dons. Mais si on laisse de côté cette publicité mensongère, on est en train d'expliquer que la plus grande démocratie du monde, qui est quand même un des pays
qui fonctionne assez bien sur cette planète, qui a quand même la bombe atomique, qui n'est pas la dernière des démocraties de ce monde, eh bien, n'est pas capable de faire appliquer son propre droit, n'est pas capable de décider quel est le destin qu'ils doivent avoir sur leur propre territoire, et qu'il faut qu'un pays comme la Suisse décide demain que les activités de ces entreprises sur place doivent respecter un droit étranger pour des décisions qui peut-être auraient été partiellement prises à l'étranger parce qu'on estime, nous, que le droit indien n'est pas suffisant sur place. Donc, c'est quand même assez condescendant vis-à-vis des États concernés, et c'est une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir là. Il y a quelques années de ça, les Américains ont commencé à le faire en voulant taxer leurs citoyens à l'étranger, qu'ils habitent ou non aux États-Unis, en estimant que le lien juridique avec les États-Unis était fait et qu'on pouvait se permettre de taxer à l'étranger. De plus en plus de pays estiment qu'on doit faire appliquer son droit à l'étranger parce que c'est bien pratique, mais je pense que c'est une dérive juridique très grave dont on était revenu au début du Moyen-Âge, où on avait arrêté de juger les gens en fonction de leur nationalité, en fonction de leur métier, mais en fonction en réalité du lieu où ils étaient. Et malheureusement, les derniers développements, au nom, paraît-il, d'une mondialisation débridée, les derniers développements juridiques mènent à un retour en arrière gravissime du point de vue de la sécurité juridique et finalement de l'égalité de traitement. Oui, finalement, Samuel Bendahan, est-ce que c'est le seul thème où vous estimez que le droit suisse devrait être exporté, si on prend ce mot, ou est-ce qu'il y aurait d'autres thèmes où la gauche serait prête à dire demain, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, quand même, que souligne Philippe Lantermont? Bon, d'abord, j'aimerais répéter que ce n'est pas le droit suisse qui s'exporte, parce que c'est vrai que les exemples qui sont donnés donnent l'impression qu'en fait, on a envie de faire respecter notre droit dans d'autres pays. Bon, on parle exprès de normes internationales qui sont vraiment internationalement reconnues, et franchement, on est en train de parler de choses hyper graves, hyper spécifiques, qui ne sont pas… Enfin, je veux dire, l'exemple de la France qui a plus de vacances, ça n'a juste absolument rien à voir, et ça n'a rien à voir avec ce texte. Et en plus, quand on dit est-ce que vous voulez, M. Bendahan, et en fait, ce que veut M. Bendahan n'a tellement aucune importance aujourd'hui par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de discuter de l'initiative de M. Bendahan. En fait, je ne suis pas dans le comité d'initiative. Je viens la défendre parce que j'y crois à fond, ça c'est vrai, mais c'est une organisation, c'est une initiative qui est signée qui a été lancée par des dizaines et des dizaines d'organisations internationales qui connaissent le terrain, qui est soutenue par des centaines d'entrepreneurs, par des gens de tous les partis. Enfin, il y a vraiment un vrai soutien derrière cette initiative qui n'est pas juste ma volonté. Et je dis c'est important parce que c'est très important de ne pas trop écouter les gens qui diabolisent la mise en pratique de cette initiative. C'est-à-dire les gens qui disent finalement, quand on va appliquer cette initiative, en fait, ça va aller beaucoup plus loin que ce que disent les émissions. On va appliquer le droit des vacances et je ne sais pas quoi. Pas du tout. On va vérifier que les entreprises qui sont en Suisse, elles ont effectivement fait ce qu'il fallait pour éviter des violations graves dans le domaine des droits humains et pas plus. Et si vous n'avez pas confiance en moi, je peux comprendre parce que je sais que c'est un débat qui est organisé par des gens qui ne sont pas forcément de mon parti. Donc peut-être que vous n'avez pas confiance en moi parce que je ne suis pas du même parti. J'espère que vous avez quand même confiance. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, faites confiance au Parlement. Le Parlement va devoir faire une loi d'application. Et depuis le début de cette campagne, la quasi-totalité des émissions disent eux-mêmes, compris moi, que nous allons faire une loi d'application qui est raisonnable par rapport à ça, comme le contre-projet d'ailleurs qui a été proposé au Conseil national et qui, s'il avait été accepté, aurait probablement fait que les gens retirent leur initiative. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va aller plus loin, etc. On est en train de dire qu'on va trouver une solution. Et comme toujours, quand on vote un texte, c'est le Parlement qui fera une loi d'application et la loi d'application, elle sera bien. Elle sera bien parce qu'elle respectera ce texte, mais elle permettra aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur. Moi, je suis convaincu que l'initiative ne pose pas de problème majeur. Mais si vous n'avez pas cette conviction parce que vous avez un peu peur que les gens qui disent « mais attention, ça peut être une catastrophe », faites confiance à ce Parlement qui, sachant que les éditions disent « ne vous inquiétez pas, les PME ne sont pas concernées, etc. », fera une loi qui respecte les dires des éditions qui disent « non, les PME ne sont pas concernées, sauf si elles sont dans un secteur à risque », et qui dit aussi eh bien, dans tous les cas, si vous êtes reconnu coupable d'un dommage à ces droits internationaux, on va regarder si vous respectez le droit suisse. Et dans le droit suisse qu'on viendra d'intégrer, on dit si un dégât a été avéré, et prouvé par une partie en face, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve, vous qui avez pris les décisions en Suisse devez démontrer que vous n'avez pas une responsabilité par rapport à ce dégât. En gros, c'est cette fameuse due diligence. Hein. Vous devez démontrer que vous n'avez pas de responsabilité. Mais si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites, bah, moi, je m'en suis un peu lavé les mains et j'étais bien content de gagner de l'argent par rapport à ça et je n'ai pas vraiment fait ce que je faisais, alors qu'on a un siège ici et qu'on a un centre de décision ici, alors c'est vrai que l'initiative dit, dans ces cas-là,
alors il doit y avoir une réparation. Et c'est ce que demande l'initiative. Et cette initiative, elle va traiter de cas vraiment, enfin, il faut quand même y aller pour venir faire, parce qu'on donne cette impression qu'en Suisse, d'un coup, toute la justice du monde va se faire en Suisse, mais c'est évidemment pas le cas. En fait, on pourrait déjà avoir aujourd'hui des gens qui viennent avec des procès qui n'ont aucun sens. Et pour qu'un procès puisse respecter ces initiatives-là, il faut qu'un dommage causé par des violations des droits humains soit avéré, qu'il soit prouvable devant un tribunal suisse, parce que si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes foutu. Puis une fois qu'il est prouvé, il faut encore que l'entreprise puisse pas montrer qu'elle a quand même fait attention. Donc il y a quand même pas mal de barrières qui protègent de ces abus-là, d'autant plus que cette initiative sera mise en œuvre par un Parlement qui a une majorité quand même de droite. Donc, à mon avis, on a peu à s'inquiéter des éléments diabolisateurs de ça. Mais on ne peut pas du tout comparer ça à des choses mineures. On parle vraiment de violations assez graves, très graves, qui sont de normes internationalement reconnues et pas du droit local suisse. Alors, Philippe Nantermo, vous pourrez répondre, mais je propose qu'on quitte un peu le domaine du principe et du juridique pour plutôt parler d'économie aussi, parce que finalement, votre campagne contre, au PLR comme au comité bourgeois contre l'initiative, parle beaucoup d'économie. Alors, est-ce que selon vous, Philippe Nantermo, est-ce que c'est sérieux de dire que des entreprises quitteraient leur siège, mettraient leur siège social ailleurs qu'en Suisse si l'initiative venait à être acceptée comme on a pu l'entendre? Bon, pour répondre à l'aspect économique, je ne peux pas répondre clairement si des entreprises vont quitter. La question se pose si d'autres entreprises vont venir. On a entendu l'ancien CEO de Nestlé, Peter Brabeck, cette semaine, avoir cette phrase quand même assez intéressante, dire que la Suisse, pendant des années, a été leader de la compétitivité mondiale. On est tombé, en 5 ans, on est tombé à la 5e place et on continue à perdre des plumes. Donc, on est en train de perdre cette attractivité de la place économique suisse. Et le risque qu'il y a, c'est qu'un jour ou l'autre, des entreprises ne viennent plus s'installer chez nous. Et ça, c'est quand même un danger important parce que la Suisse vit notamment de sa capacité à attirer des entreprises qui créent des emplois à très forte valeur ajoutée. On sait qu'on a une qualité de vie très élevée, on a un niveau de vie très élevé et on l'a aussi parce qu'on a ce genre d'entreprises qui viennent s'établir chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire à n'importe quel prix, mais on ne peut pas non plus systématiquement, votation après votation, dire que l'attractivité de la Suisse est quelque chose de secondaire et uniquement se concentrer sur des beaux principes sans tenir compte de ce facteur-là. Le deuxième point d'un point de vue économique, c'est le risque que des entreprises en Suisse arrêtent d'aller dans certains pays parce que le risque serait trop élevé de se voir condamné en Suisse. Ça, on l'a aussi entendu dans la campagne et je pense que c'est un risque qui ne doit pas être négligé, non pas pour la Suisse, mais pour les pays concernés. On l'a vu ces 30 dernières années, la pauvreté dans le monde a reculé de manière phénoménale, comme ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Des pays qui étaient objectivement sous-développés ont aujourd'hui un espoir de développement et ont atteint des niveaux qui n'auraient jamais été atteints s'il n'y avait pas eu les échanges internationaux tels qu'on les connaît. Ces échanges ne sont pas liés aux ONG, ils sont liés au commerce international, à la possibilité d'entreprises, notamment suisses, d'aller s'établir et d'aller créer de la richesse dans ces pays-là. Si demain, des entreprises en Suisse ne peuvent plus aller dans ces pays-là ou renoncent à développer leur activité dans des pays dans lesquels le droit est jugé trop éloigné du nôtre, eh bien, on prend le risque naturellement de mettre un frein à ce développement-là. J'aimerais quand même, on m'a dit que j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit Samuel Bendahan sur les questions juridiques. Parce que cette initiative-là, alors bon, soit on dit finalement c'est un article constitutionnel qu'on n'appliquera qu'à moitié, donc vous pouvez voter oui et puis le Parlement fera n'importe quoi, contentez-vous-en. Je ne suis pas d'accord qu'on aborde comme ça un débat qui est quand même un débat pour modifier un article de notre Constitution. Cet article nous demande de prévoir que les entreprises qui violent le droit international, humanitaire, les droits humains et les droits de la nature universellement reconnus puissent être condamnés. On ne m'a toujours pas dit ce que c'était que ces droits-là. Et sincèrement, c'est très compliqué. J'ai fait mon mémoire de master sur la question de la liberté religieuse. Et même la liberté religieuse, on ne sait pas trop comment la définir. Ça change d'un État à l'autre. Et c'est très certainement, par exemple, la liberté religieuse, ce n'est pas un droit de l'homme universellement reconnu. Alors, si on parle du jus cogens, c'est le droit international impératif. Il n'y a que très peu de règles. Il y a l'interdiction de la torture, il y a les conventions de Genève, mais c'est très certainement pas ça que l'initiative vise. Si c'est l'ensemble des droits de l'homme, les droits de l'homme, il faut savoir qu'ils ont énormément évolué au fil de l'âge. Par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme n'inclut pas elle-même la garantie de la propriété parce qu'à l'époque, il fallait inclure les pays de l'Est qui étaient sous le joug communiste et qui ne voulaient pas en entendre parler. Les droits de l'homme incluent la liberté religieuse qui est interprétée de manière très différente par tout le monde arabe par rapport au monde occidental. Quelle est la bonne interprétation qu'on doit faire des droits humains? Et le problème que je vois dans l'application par le Parlement, très certainement que ce sera une application par le Parlement, mais ce sera une application quand même à la fin extrêmement
européano-centré ou suisse-centré, et c'est là toute la question du côté missionnaire de l'initiative, c'est qu'on va appliquer notre vision des droits de l'homme, de ce qui est universellement reconnu, de ce qui est important à des pays pour lesquels peut-être les choses centrales ne sont pas nécessairement les mêmes. S'agissant des PME, est-ce qu'on peut exclure les PME de cette initiative? L'initiative, lisez-la, elle ne parle pas de multinationales. Le mot multinational n'apparaît pas dans le texte d'initiative ni dans son titre. On parle d'entreprises qui ont finalement des activités à l'étranger et qui ont des sous-traitants à l'étranger qui en dépendent directement. Donc, toute entreprise en Suisse, qu'elle soit petite ou grande, qui a à l'étranger un fournisseur pour lequel l'entreprise en Suisse est finalement le client principal, peut être concernée par cette initiative. On a estimé qu'il peut y avoir jusqu'à 80 000 PME concernées en Suisse. Je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions au Parlement écarter complètement les PME de l'application du texte, à moins de violer la volonté populaire, ce qui serait quand même inacceptable. Bon, on pourrait le faire, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit mener un combat politique, alors qu'en réalité, on a déjà fait quelque chose. On a fait un contre-projet à cette initiative qui reprend tout ce qui se fait dans l'Union européenne en matière de responsabilité des entreprises à l'étranger, qui impose aux entreprises suisses qui ont des activités à l'étranger d'avoir une responsabilité d'annoncer la couleur sur toutes les mesures qu'ils prennent à l'étranger en matière de diligence, avec des cas particuliers pour les entreprises actives dans le domaine des matières premières. Et je crois que nous avons répondu là, avec ce contre-projet, en fait, à l'essentiel de ce dont nous avions besoin pour cette initiative-là, c'est-à-dire de demander à nos entreprises en Suisse de rendre des comptes sans pour autant aller tenter de faire appliquer le droit suisse au-delà de notre territoire. Donc, le contre-projet, j'allais y venir, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qui est inclus par le contre-projet qui donc entrera en vigueur au cas où l'initiative est refusée le 29 novembre? En gros, il y a l'obligation de faire un rapport annuel pour toute entreprise traitant de leur gestion, enfin de leur maîtrise, de leur impact sur les droits de l'homme, l'environnement, la corruption et la question du personnel. Il y a un devoir de diligence sur toute la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises qui travaillent avec des minerais ou alors avec des autres métaux issus de zones de conflit, ou des entreprises actives dans des secteurs à risque pour le travail des enfants. Et puis, par contre, c'est là, Samuel Bendahan, que vous allez me dire pourquoi il faut voter pour les entreprises responsables, donc pour l'initiative plutôt que pour le contre-projet. Ce que vous avez en plus, c'est surtout la responsabilité en fait, totale de toutes les entreprises suisses, effectivement, même si je rappelle que dans le point B, il est question pour le droit de diligence. Le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises. Donc certes, le texte concerne toutes les entreprises en termes de responsabilité, ça c'est clair dans le texte, point C, mais pour être précis, le point B, le devoir de diligence, il y a une marge de manœuvre du législateur sur les PME. Alors Samuel Bendahan, pourquoi voter quelque chose qui va plus loin que le contre-projet qui est soutenu par le Conseil fédéral? Bon, sur cette notion de contre-projet, le problème, c'est qu'il y a une logique un peu de demander des rapports. Et puis, on l'a vu avec toutes ces entreprises. En fait, toutes les entreprises dont on parle, elles font déjà des rapports de corporate social responsibility et tout ça. Puis, on voit bien que ça ne change rien sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'on peut discuter si on pense qu'il faut voter oui ou non à cette initiative. Mais je pense que la position de dire que le fait de demander des rapports sans vrai contrôle, sans vrai moyen de pression, ça, on sait très bien. Depuis des années d'expérience de centaines d'organisations proches du terrain, ça va pas régler le problème. Donc, il faut qu'on trouve une solution qui règle le problème. Je peux entendre que des gens parmi vous pensent que ce n'est pas la bonne, cette initiative. Moi, je suis convaincu que c'est une part de la solution. Mais maintenant, pour vraiment répondre. D'abord, j'aimerais juste répondre à une accusation qui a été faite parce que je trouve que c'est vraiment important d'être très clair sur les propos. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, qu'il ne faut pas respecter l'initiative. Ce que j'ai dit, c'est quand on va faire la loi d'application. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut justement la respecter, mais qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que l'initiative quand on fait la loi d'application. Or, beaucoup de gens disent qu'on va devoir faire quelque chose de beaucoup plus trash, en fait, dans le but, c'est clair, dans le but de faire peur, puis après que les gens disent non à l'initiative. Donc moi, je dis juste, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de respecter le texte, et que le texte, il va pas plus loin, il ne demande pas de respecter le temps de vacances en Suisse quand on est à l'étranger, des trucs comme ça, etc. Et sur cette question, justement, on peut lire. Pourquoi on dit qu'on parle de multinationales responsables? Philippe Otermo a dit non, mais ça parle de toutes les entreprises. Non, parce qu'il y a deux choses qui concernent cette notion de multinationale. La première chose qui concerne cette notion de multinationale, c'est qu'une multinationale, dans la logique, c'est une entreprise qui est présente dans plein de nations, dans de multiples nations, non et dont le siège est en Suisse.
Donc, du moment que vous êtes une entreprise qui avait votre siège en Suisse puis qui contrôlait des entités partout, ben, c'est clair que là, vous êtes concerné par l'initiative parce que vous avez un contrôle sur des entreprises qui sont à l'étranger. Donc, vous prenez des décisions en Suisse sur ce qui se passe à l'étranger. Maintenant, votre boulanger, il n'est pas dans cette situation-là parce qu'il ne contrôle pas une entreprise minière à l'étranger. Il n'y a quand même pas des masses de ces mines, entreprises en Suisse qui contrôlent des mines. Il y en a quelques-unes, puis elles font des gros dégâts. Puis, la deuxième chose qui concerne ces multinationales, mais je remercie le modérateur d'avoir mentionné ça, c'est qu'en fait, c'est explicitement écrit dans l'initiative qu'en fait, quand on va faire la loi d'application, c'est écrit, voilà, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure. Donc ça, c'est exactement la logique de dire, ben non, les PME, elles ne sont pas concernées par cette logique-là. Sauf si, effectivement, elles sont des PME, mais en fait, qui sont actives dans le négoce et puis qui font de l'argent en contrôlant des mines ou en ayant des aspects comme ça. Donc, il ne faut pas exagérer la portée de cette initiative. En fait, cette initiative, elle vise des cas très précis. Elle vise des sièges en Suisse, souvent d'ailleurs qui ont finalement peu de création de valeur en Suisse, parce que c'est des sièges ou des choses qui sont décidées au contrôle, mais qui ne créent pas forcément des tonnes et des tonnes d'emplois en Suisse. Donc, il y a peut-être des exceptions à ça, mais globalement, c'est quand même ça. Elle touche évidemment pas à la PME du coin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de PME qui sont prononcées favorablement à cette initiative. Et puis, elle s'attaque à des violations des droits internationalement reconnus. Puis, je comprends bien ce que Philippe Lontermont dit. Il dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Ben, au fait, on sait quand même un tout petit peu. C'est-à-dire que le droit internationalement reconnu, il y a quand même des textes qui le définissent aujourd'hui ce que c'est, la Charte internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi ce qui en découle, c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et puis aussi les 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Donc il y a des textes quand même qui parlent de ça. Puis ça parle de graves violations. Donc on est en train de dire qu'il y a des gens qui sont malades ou morts, ou des zones qui sont détruites, dévastées, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire respecter leurs droits, et où, dans certains cas, on peut imaginer que les entreprises en Suisse en fait, prennent des décisions sans faire attention à ça. Et c'est pour ça que cette initiative, elle est quand même relativement modérée pour l'économie. Parce que je vous demande d'imaginer dans votre tête combien d'entreprises et combien de PME en Suisse, elles contrôlent des entreprises à l'étranger qui commettent ce genre de graves violations et donc qui s'exposent à ça. Ben, en fait, pas tant que ça. Par contre, c'est vrai, ça cible, et ils sont nommés, ça cible Glencore, ça cible Syngenta, ça cible d'autres entreprises qui sont des multinationales au sens vraiment clair du terme, et puis à qui on demande, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît mesdames, faites un tout petit peu attention. Faites un tout petit peu attention quand vous commettez des dégâts. Pardon? Encore beaucoup de questions, mais il nous reste très peu de temps. Donc, je vais poser encore une à chacun et ça vous permettra de répondre, Philippe Lantermot, et puis de switcher sur la dernière question. Et ensuite, on passera aux questions du public, au public à distance. Philippe Lantermot, est-ce que ce ne serait pas finalement une plus-value quand même économiquement parlant pour les entreprises suisses que cette initiative soit acceptée? Vous savez, je pense qu'aucune entreprise n'a une plus-value économique lorsqu'elle doit prendre des mesures contraintes par une loi. Si une entreprise veut être bien, veut bien se comporter, elle le fait naturellement et c'est comme ça qu'elle vend bien les choses. Quand vous êtes pris par le collet pour contraint de faire quelque chose, c'est rarement ensuite de bon augure d'aller dire « Regardez comme j'ai été valeureux dans mon activité ». J'aimerais revenir sur les propos de Samuel Bendahan parce qu'à mon avis, il manque de précision. Et dans cette affaire, il faut être précis. On parle de droit, hein. On ne parle pas que de punchline. C'est bien gentil d'invoquer comme ça les conventions internationales des droits de l'homme, d'invoquer les conventions du Bureau international du travail et ces choses-là. Évidemment, il y a le droit à la vie dans les conventions internationales de l'homme. Mais il y a aussi, par exemple, l'égalité entre hommes et femmes qui figurent dans ces mêmes conventions. Vous les appliquez comment pour des entreprises qui sont présentes, par exemple, en Arabie Saoudite, où, à ma connaissance, pas génial encore tout à fait l'égalité entre hommes et femmes. Vous appliquez comment la liberté d'expression aux entreprises qui travaillent dans des pays où les gouvernements ne sont pas tout à fait des modèles en la matière. Vous appliquez comment la liberté de grève? Avant, Samuel Bendahan se moquait de moi parce que j'évoquais le droit aux vacances. Ce n'était pas le droit aux vacances auquel je pensais quand je pensais à Lonza dans le Je ne me suis jamais moqué de vous, M. Lantermot. Non, vous ne moquez pas de moi, mais vous souriez quand même. Et ce petit sourire en coin sur le droit aux vacances, j'aimerais maintenant qu'on le porte sur le droit de grève, qui n'existe pas en droit suisse par rapport au droit français. Et le droit de grève est pourtant noir sur blanc dans les conventions internationales. Donc,
si le droit de grève fait figure dans les droits de l'homme au même titre que les droits dont on a parlé tout à l'heure, qui pourraient, si une entreprise simplement en Suisse ou à l'étranger appliquait le droit du travail rigoureusement, pourrait être condamnée en Suisse sur cette base-là. Enfin, on peut continuer, hein, la liberté religieuse, etc. Ce sont tous des droits de l'homme qui, en principe, ne s'appliquent pas directement aux particuliers, mais avec cette initiative qui est totalement floue, tout à coup, il devrait s'appliquer et on ne sait pas trop comment. Alors bon, évidemment, on va appliquer selon nos normes actuelles. Alors aujourd'hui, la grande fascination, c'est les pesticides. On parle de Syngenta dans cette initiative, donc on va regarder que sous l'angle des pesticides. Je pense qu'on aura moins d'intérêt sous l'angle de la liberté d'expression ou sous l'angle de l'égalité homme-femme, parce qu'on saura que ça s'applique moins. Il y a 20 ans, on ne se serait pas posé la question, et peut-être dans 20 ans, ce sera autre chose. Et je ne crois pas qu'un texte de loi comme ça, qui doit s'appliquer pour des actes qui ont été commis à l'autre bout du monde, là où les préoccupations sont complètement, totalement différentes des nôtres, c'est juste d'avoir finalement une appréciation du droit qui correspond à celle en vigueur aujourd'hui en Suisse sous l'angle de l'opinion publique suisse. Et j'aimerais finir quand même simplement en lisant notre propre droit. Et je pense que ça fait toujours du bien de lire ce qu'on a écrit, nous, dans la loi. On a une loi sur le droit international privé. C'est une loi qui régit la systématique quand on a un conflit entre un citoyen étranger, un citoyen suisse en Suisse, quand on a une succession avec, par exemple, un Portugais qui décède en Suisse avec des enfants au Portugal ou l'inverse. Quel droit on applique, quel juge on applique. Et on a un article 159 dans cette loi sur le droit international privé, c'est du droit suisse, hein, qui nous dit responsabilité pour une société étrangère. Et on nous dit que lorsque les activités d'une société étrangère créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, eh bien, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse. Ça veut dire, cet article-là signifie que pour nous, quand une entreprise étrangère vient en Suisse et commet des actes en Suisse qui ne nous conviennent pas, on exclut d'appliquer le droit étranger en Suisse. Et on dit c'est de toute manière, quand bien même l'entreprise a son siège à l'étranger, on dit nous, en tout cas en Suisse, on veut appliquer le droit suisse pour nous. Et ce qu'on applique pour nous, avec cette initiative, on est en train de dire à tous les autres, on le refuse. On refuse aux Indiens, à l'Afrique entière, à toute l'Asie du Sud-Est, on leur dit, écoutez, vous n'êtes finalement pas assez développés pour avoir votre propre droit, votre propre souveraineté, votre propre légitimité à faire vos propres règles. Nous, on va vous imposer nos règles par un biais détourné, par nos propres tribunaux, par cette espèce d'effet de levier, de rattachement avec la Suisse. Mais franchement, quand on parle de colonialisme, je pense que c'est vraiment une forme de colonialisme. On n'ose plus aujourd'hui aller avec des tanks et des avions, peut-être qu'on n'en a pas assez, mais on y va avec un armada de juristes. Mais je ne suis pas sûr que la finalité, en tout cas de les intentions, soit très différente. Merci Philippe Lantermo. Et comme Monsieur Lantermo a ouvert les feux de ce débat, c'est vous, Monsieur Bendahan, qui allez terminer avant qu'il y ait les questions du public. Ma question, elle sera aussi un peu frontale. Finalement, avec tous ces débats qu'on a vus ces dernières semaines sur des interprétations juridiques, sur est-ce que c'est un renversement du fardeau de la preuve, est-ce que les PME sont concernés ou pas, selon les alinéas, est-ce que vous n'aurez pas dû mieux préparer, je dis vous, en tout cas les initiants, avec tout le temps en plus que ça vous a pris, vous êtes actif depuis un moment, on sait que les ONG ont commencé ce travail il y a des 5 voire 10 ans en arrière, est-ce qu'on n'aurait pas pu être un peu plus clair dans le texte? Ok. Bon, le problème, c'est que vous avez toujours quand vous faites un texte, n'importe quel texte d'initiative, de toute façon, ces débats, chaque fois qu'il y a une initiative populaire, vous avez toujours les mêmes reproches qui viennent. Donc, on va dire, vous n'êtes pas assez clair, ou bien alors, vous avez fait un choix, puis il n'est pas bon. Puis, quand vous êtes initiant, vous devez faire des choix. Vous devez dire, sur quoi on va être précis, puis sur quoi on va être un peu moins précis. Donc, par exemple, on a été précis sur le devoir de diligence. Enfin, ils ont été précis sur le devoir de diligence pour assurer justement qu'on n'est pas en train de permettre à n'importe qui de demander des réparations pour n'importe quoi. Donc, il y a cette idée où si on a fait bien, alors on doit jamais être condamnable. Donc, il y a des choses sur lesquelles ils ont été précis. Mais j'aimerais juste dire, quand on n'est pas précis dans le texte d'initiative constitutionnelle, c'est justement pour laisser une certaine marge de manœuvre au Parlement pour décider de ce qui paraît raisonnable par rapport à ça. Donc, je n'aimerais pas qu'on critique systématiquement ça. L'initiative, elle est très précise sur ce qu'elle veut. Elle veut effectivement permettre d'intenter les actions contre certaines entreprises quand en fait on ne fait rien en Suisse alors qu'on pourrait faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'elle veut, puis ça, c'est ce qu'elle fait. Pour savoir comment on va définir les PME et quelles sont les PME qui sont concernées ou pas, ça les initiants ont dit, nous, on veut qu'il y ait des exceptions pour les PME, mais on va laisser le Parlement définir tout. Parce que sinon, l'autre option, c'est de rédiger une texte d'initiative qui fait 50 pages, où on définit chaque truc en détail, puis vous savez bien que ce n'est pas comme ça que ça marche, l'initiative. Alors, soyons de bonne foi sur cette question et acceptons l'idée que l'initiative, elle est précise sur des points qui sont importants pour elle, puis qu'elle laisse la liberté sur d'autres points, justement pour éviter de faire une erreur au moment de la rédaction de l'initiative et pour laisser la liberté au Parlement
de garantir, par exemple, que ça ne va pas péjorer les intérêts des PME, etc., plus que ce soit nécessaire pour ce qu'on veut faire. Mais surtout, ces PME, elles disent dans certains cas, ben non, au contraire, nous, on est plutôt contents d'une initiative comme ça. Pas toutes, hein, il y en a qui… Mais franchement, on entend beaucoup qui s'expriment. Et là, je vais voler un argument que j'ai entendu de la part d'un chef de PME qui disait, mais non, mais nous, c'est un avantage économique parce que ça met les choses à égalité entre ceux qui font bien les choses et ceux qui font moins bien les choses. Donc, ça crée un avantage comparatif, ou ça détruit un avantage comparatif qu'avaient avant les entreprises qui fermaient un peu les yeux là-dessus par rapport à celles qui gardaient les yeux ouverts. Et ça peut créer aussi de la valeur pour la place suisse dans son ensemble, parce que quand on sait qu'il y a des fois des scandales aussi, il ne faut pas oublier que des grands scandales, si on peut les éviter, c'est quand même pas mal, parce que souvent, ça peut faire des dégâts collatéraux assez graves pour l'économie suisse. C'est pour ça qu'il y a quand même plein d'entreprises qui… Allez voir la liste du comité bourgeois pour l'initiative ou des entrepreneurs pour. Je veux dire, c'est pas des gens, c'est pas des socialistes, c'est des gens qui défendent ce texte parce qu'ils se disent, mais moi, c'est pas parce que je suis pour l'économie que j'ai pas aussi envie de défendre le fait qu'on fasse ça, qu'on fasse quand même un tout petit peu attention à ces dégâts-là et que c'est peut-être pas normal de faire des profits indécents lorsque c'est fait de façon pas humaine. Alors, c'est des gens qui n'ont pas de problème avec l'idée de faire du profit, mais qui se disent, il faut quand même qu'il y ait une égalité de traitement entre les entreprises qui font attention et puis celles qui aujourd'hui ne le font pas. Donc, c'est vrai, c'est vraiment important. Beaucoup de gens aussi considèrent que ça peut être un avantage pour notre économie parce que nous pouvons être un pays qui montre justement de nouveaux business models, qui développe de nouvelles sortes d'entreprises, qui se positionnent sur un marché, par exemple, des nouvelles technologies, dans lequel ces violations de droits humains font vraiment tâche. Et de ce point de vue-là, de dire qu'on est en avance sur ces questions-là, avec d'autres pays, on n'est pas les seuls à avoir des régulations comme ça, c'est vraiment un avantage comparatif par rapport à ça. Mais je vous assure, soyez contents, dernier mot, mais soyez contents à chaque fois que Philippe Nonthermo dit que l'initiative est floue, parce qu'à chaque fois qu'il dit ça au sujet de quelque chose, ça veut dire que ça laissera la liberté au Parlement de s'assurer que ça se passe bien. Et quand elle est précise, c'est parce que justement, là, elle veut atteindre son but. Donc, à mon avis, de ce point de vue-là, elle est plutôt bien formulée.